60 minutes. C'est le temps qui vous sépare de la fin de tout ce que vous connaissez. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites en ce moment. Si le téléphone rouge sonne, dans 1 heure, vous vivrez dans un monde complètement différent. Ou peut-être ne vivrez-vous plus. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le résultat de l'une des expériences les plus terrifiantes jamais menées dans l'histoire de l'humanité. Un jeu pour lequel le gouvernement américain a payé des millions pour créer, mais qu'il a regretté d'avoir jamais joué. Un jeu où toutes les règles ont été respectées, tous les protocoles suivis, et pourtant, le résultat était toujours le même, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Et pendant que vous regardez cette vidéo, les mêmes schémas que ce jeu a révélés il y a des décennies continuent de se répéter à travers le monde. Comme si l'histoire était un disque rayé, jouant toujours la même mélodie apocalyptique. Nous sommes en 1983. Imaginez une partie d'échecs où, peu importe comment vous bougez les pièces, peu importe à quel point votre stratégie est géniale, l'échiquier finit toujours en flammes. C'était Proud Prophet, et Ronald Reagan a découvert qu'il y avait des choses dans la guerre que même le pays le plus puissant du monde ne pouvait pas contrôler. C'était l'apogée de la guerre froide. Plus de 60 000 armes nucléaires étaient réparties entre les États-Unis et l'Union soviétique, comme 2 enfants jouant avec de la dynamite dans une pièce pleine d'essence. Reagan, l'homme qui avait appelé l'URSS l'Empire du Mal, voulait savoir s'il existait un moyen de gagner une guerre nucléaire. Pas seulement survivre, mais gagner. Pour cela, il a engagé Thomas Schelling, un économiste de Harvard qui avait révolutionné la théorie des jeux appliqués à la guerre. Schelling était le genre d'esprit qui parvenait à transformer le chaos de la guerre en équations mathématiques élégantes. Si quelqu'un pouvait trouver une formule pour vaincre l'impensable, c'était lui. Mais ce qu'ils ont découvert était bien pire que ce qu'ils imaginaient. Le Proud Prophet n'était pas n'importe quel jeu. C'était l'une des simulations militaires les plus sophistiquées jamais créées, rassemblant plus de 200 personnes au Collège national de guerre à Washington. Des généraux, des analystes, des stratèges, tout un auditoire dédié à découvrir comment gagner l'impensable. Pensez-y comme à un laboratoire de l'apocalypse. Pendant 2 semaines, ils ont joué différents scénarios. Une attaque surprise, une escalade graduelle, un malentendu diplomatique. 13 scénarios différents, 13 façons distinctes pour le monde de prendre feu. Et dans chacun d'eux, les joueurs avaient accès à des informations réelles, des protocoles réels, des arsenaux réels. Et voici la partie que personne n'attendait. Peu importe comment le jeu commençait, peu importe qui faisait le premier pas, peu importe si l'escalade était rapide ou graduelle. Le résultat était toujours le même, guerre nucléaire totale. 13 simulations, 13 apocalypses, 0 victoire. C'était comme découvrir que la gravité n'était pas seulement une loi de la physique, mais une condamnation à mort pour quiconque tentait de voler. Mais comment exactement cela arrive-t-il? Comment le monde entier peut-il finir en seulement 1 heure? Laissez-moi vous emmener à travers l'un des scénarios que les simulations ont explorés. Fermez les yeux et imaginez, il est 14h30 un mardi quelconque. Vous êtes au travail, pensant à ce que vous allez dîner aujourd'hui. À ce moment précis, aux abords de Pyongyang, en Corée du Nord, un missile balistique intercontinental Hwasong-17 est lancé. Première seconde, l'ICBM commence sa combustion. Une flamme brillante de plus de 100 mètres surgit du sol, visible depuis l'espace. 30 secondes. Les satellites américains détectent automatiquement la combustion caractéristique d'un ICBM. Les ordinateurs calculent une trajectoire probable. Côte est des États-Unis. Washington. 3 minutes. Le haut commandement militaire américain est réuni dans une salle d'urgence au Pentagone. Un général prend le téléphone rouge et compose le numéro du président. « Monsieur, nous avons un problème. » 5 minutes. L'ICBM termine sa phase de combustion et disparaît des satellites, volant invisible à plus de 1000 km d'altitude. Le président américain est emmené dans un bunker par les agents du service secret. Et là, les choses deviennent vraiment tendues. Le président ouvre une petite mallette qui l'accompagne 24 heures sur 24, la mallette nucléaire. À l'intérieur, un manuel qui a déjà été comparé à un menu de fast-food. Mais au lieu de hamburgers, ce sont des options de destruction. Attaque limitée, 50 000 morts. Attaque modérée, 2 millions de morts. Représailles totales, 150 millions de morts. 11 minutes. Voici la première décision impossible. Un seul missile de la Corée du Nord n'est pas suffisant pour détruire la capacité de représailles américaines. Serait-ce une vraie attaque? Une démonstration de force? Une erreur?
Le président a 4 minutes pour décider s'il va détruire un pays entier à cause d'un seul missile. 15 minutes, la décision est prise. Des bombardiers américains décollent, chargés d'armes nucléaires. C'est la seule option qui peut être annulée en cas d'erreur. 24 minutes. Ici, la situation change complètement. Les radars détectent un second groupe de lancement. Un sous-marin nord-coréen a fait surface près de la côte ouest américaine et a tiré 8 ogives nucléaires. Maintenant, ce sont 9 bombes dans les airs. Et le temps d'impact n'est que de quelques minutes. Les sous-marins nucléaires sont l'arme la plus terrifiante qui existe. Invisibles jusqu'à ce qu'ils attaquent, capables de lancer plusieurs ogives à quelques minutes de distance de la cible. C'est comme avoir un assassin invisible avec une mitrailleuse cachée dans votre jardin. 30 minutes. Le président américain autorise des représailles totales. 50 ICBM sont lancés depuis le sol américain. 30 bombes sont tirées depuis des sous-marins. En moins d'une demi-heure, 82 cibles en Corée du Nord seront effacées de la carte. 35 minutes. Les 9 bombes nord-coréennes frappent les États-Unis. Washington cesse d'exister. Une boule de feu de plusieurs kilomètres de diamètre remplace la capitale américaine. L'impulsion électromagnétique de l'explosion désactive l'hélicoptère présidentiel même à des kilomètres de distance. Le président des États-Unis est probablement mort. Mais attendez, la vérité est encore pire. 45 minutes, et nous arrivons ici aux véritables horreurs des simulations du Proud Prophet. Il existe une faille mortelle dans le système nucléaire américain. Presque toutes les trajectoires d'ICBM américains vers la Corée du Nord passent au-dessus du territoire russe. Du point de vue de Moscou, 50 missiles américains volent vers leur espace aérien. Les diplomates américains tentent de contacter la Russie. Ce n'est pas contre vous. Mais la Russie doit-elle croire? Si les Russes retardent leurs représailles et se trompent, ils seront morts. 50 minutes. La Russie lance 1000 armes nucléaires contre les États-Unis et leurs alliés. La logique est implacable. Toute hésitation est une vulnérabilité fatale. Mieux vaut avoir tort et être vivant qu'avoir raison et être mort. 55 minutes. Les États-Unis, même avec leur capitale détruite, ripostent avec 1000 ICBM supplémentaires contre la Russie. Chaque missile porte la puissance destructrice de 600 bombes d'Hiroshima. C'est plus d'1 million d'Hiroshima volant dans les airs simultanément. 60 minutes, les premières bombes commencent à exploser. D'abord, les bombes qui explosent dans l'atmosphère pour générer des impulsions électromagnétiques. Tout le réseau électrique de l'hémisphère nord s'effondre en quelques secondes. Puis viennent les bombes sur les centres urbains. Londres, Paris, Moscou, New York, toutes remplacées par des champignons atomiques. En 1 heure, un demi-milliard de personnes sont mortes. Dans les jours suivants, ce nombre atteindra 1 milliard. L'infrastructure qui permettait l'existence des pays n'existe tout simplement plus. Le monde tel que nous le connaissions a pris fin. Et tout a commencé avec un seul missile d'un petit pays. Mais comment est-il possible que des esprits brillants arrivent toujours au même résultat catastrophique? Thomas Schelling n'était pas seulement un économiste. C'était un archéologue de la nature humaine, quelqu'un qui parvenait à voir des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Sa théorie des jeux appliquée à la guerre a révélé quelque chose que les généraux ont préféré ignorer. Dans une guerre nucléaire, la rationalité devient la cause même de la destruction. Cela fonctionne ainsi. Imaginez que vous êtes dans un duel, mais les deux duellistes sont aveugles et sourds. Vous savez que l'autre est armé, vous savez qu'il peut tirer à tout moment, mais vous ne connaissez pas ses intentions. La seule information que vous avez est que, si l'autre tire en premier, vous êtes mort. Quelle est la stratégie la plus rationnelle? Tirer en premier. Maintenant, multipliez cela par des puissances nucléaires, chacune avec des milliers d'armes, chacune sachant que l'hésitation signifie l'extinction. Schelling a appelé cela « Reciprocal Fear of Surprise Attack », la peur réciproque de l'attaque surprise. Pendant les simulations du Proud Prophet, ce mécanisme a fonctionné avec une précision mathématique. Chaque joueur prenait des décisions parfaitement rationnelles, basées sur les informations disponibles. Chaque escalade était justifiée, chaque représaille était proportionnelle. Et pourtant, le résultat était toujours l'anéantissement mutuel. C'était comme si la logique elle-même était un virus qui se répandait dans le jeu, infectant chaque décision, chaque mouvement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que des cendres radioactives. Les participants sont sortis de ces 2 semaines avec une compréhension viscérale de quelque chose que les chiffres ne pouvaient pas exprimer. Il n'existe pas de stratégie pour gagner une guerre nucléaire. Il n'y a que l'illusion de contrôle, la même illusion qu'a un surfeur en essayant de chevaucher un tsunami. Et voici quelque chose qui va vous choquer.
Des décennies se sont écoulées depuis le Proud Prophet, mais les schémas qu'il a révélés continuent de se répéter. Les mathématiques de l'escalade n'ont pas changé. La psychologie de la peur n'a pas évolué. La logique de la destruction mutuelle reste la même. Si Schelling était vivant aujourd'hui, il reconnaîtrait immédiatement les signes. Le monde n'a plus seulement deux superpuissances jouant aux échecs nucléaires. Maintenant, l'échiquier est plein de nouveaux joueurs. La Corée du Nord a transformé la provocation en art. L'Iran marche vers la capacité nucléaire. La Chine a émergé comme une troisième superpuissance avec des arsenaux qui rivalisent avec ceux des Américains. Et périodiquement, nous voyons des échos des simulations se matérialiser dans la vraie vie. Des attaques sur des installations nucléaires suivies de représailles. Des escalades qui commencent par des protestations diplomatiques et se terminent par des missiles qui volent. Chaque mouvement parfaitement rationnel menant au prochain mouvement parfaitement rationnel. C'est comme regarder les 13 simulations du Proud Prophet se dérouler simultanément autour du monde, chacune s'approchant de la même fin inévitable que les simulations avaient prédite il y a des décennies. Mais pourquoi est-ce plus dangereux aujourd'hui qu'en 1983 ? Voici ce qui rend le Proud Prophet plus pertinent aujourd'hui. Le monde n'est pas devenu plus sûr. Il est devenu plus complexe. Dans les années 80, le jeu était simple. Deux superpuissances, des règles claires, des canaux de communication établis. C'était comme une partie d'échecs entre deux grands maîtres. Aujourd'hui, l'échiquier a plusieurs joueurs, chacun avec ses propres règles, objectifs et armes. La communication directe n'existe pas toujours, les malentendus sont plus probables. Et les systèmes d'alerte, créés pour détecter des centaines de missiles soviétiques, doivent maintenant distinguer entre le lancement d'une fusée scientifique et une attaque nucléaire d'un pays qui peut n'avoir que quelques armes. En 1995, la Russie a presque lancé des missiles nucléaires contre les États-Unis parce qu'elle a confondu le lancement d'une fusée scientifique norvégienne avec un missile sous-marin américain. Imaginez cette même confusion se produisant aujourd'hui avec plus de pays impliqués, plus de tensions régionales, plus de points de défaillance. Et nous arrivons à la partie la plus effrayante de toute cette histoire. Le Proud Prophet s'est terminé en 1983, mais sa leçon la plus importante n'était pas sur la guerre nucléaire. C'était sur la nature humaine, sur la façon dont notre rationalité peut nous mener à des résultats complètement irrationnels, sur la façon dont la peur de paraître faible peut nous rendre catastrophiquement destructeurs. Schelling le savait. Il avait vu dans les simulations comment des généraux intelligents, des hommes dédiés à la protection de leur pays, prenaient des décisions qui menaient à la destruction de tout ce qu'ils avaient juré de protéger. Pas par méchanceté, mais par logique. Pas par folie, mais par rationalité. Et c'est la vraie malédiction du Proud Prophet. Il ne nous a pas montré que les dirigeants mondiaux sont fous. Il a montré qu'ils sont humains. Et que, parfois, être humain ne suffit pas pour éviter la fin du monde. Peut-être que l'aspect le plus terrifiant du Proud Prophet est que ses participants savaient exactement comment cela se terminerait. Dans les derniers tours de chaque simulation, quand l'escalade nucléaire devenait inévitable, les joueurs ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient à prendre des décisions, continuaient à suivre des protocoles, continuaient à être rationnels jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que s'arrêter serait admettre qu'il n'y a pas de stratégie pour gagner. Ce serait admettre que tout l'appareil militaire, toute la doctrine de dissuasion, toute la préparation à la guerre nucléaire est fondamentalement une illusion. Et peut-être est-ce exactement ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que nos dirigeants savent au fond qu'ils jouent un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais ils continuent à jouer parce que s'arrêter serait admettre que nous avons construit un monde où notre propre rationalité peut nous détruire. 60 minutes. C'est tout ce que nous avons entre la civilisation et le chaos. Entre la raison et la folie. Entre le monde que nous connaissons et le monde que le Proud Prophet a prédit. Et chaque jour qui passe, cette horloge se déplace un peu plus vite. Pas parce que les dirigeants mondiaux sont plus agressifs qu'avant, mais parce que les mathématiques de l'escalade restent les mêmes. Les schémas que Schelling a identifiés il y a des décennies continuent d'opérer, comme des lois de la physique appliquées à la politique internationale. Le Proud Prophet nous a enseigné qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire. Mais il nous a aussi enseigné quelque chose de plus sombre, que cela pourrait ne pas suffire à nous empêcher de la jouer. La question n'est pas de savoir si nous allons apprendre la leçon du Proud Prophet. La question est de savoir si nous l'apprendrons avant qu'il ne soit trop tard. Parce que, cette fois, ce n'est pas une simulation. Et il n'y a pas moyen de rejouer la partie. Ce scénario est-il réaliste ? Cela pourrait-il vraiment arriver ? Que pensez-vous des schémas que les simulations ont révélés ? Parce qu'au final, la connaissance n'est que le commencement.